Dans le cas d'utilisation de Home Assistant, en fait, qui peut être intéressant, c'est d'avoir une solution utilisable dans la maison sans avoir besoin de passer par un PC. Donc on peut utiliser une tablette, un téléphone, etc. Mais parfois d'avoir un écran qui pourrait rester actif peut être une solution intéressante. Donc ça se fait via des tablettes ou dédiées ou adaptées. Et c'est quelque chose que moi je souhaitais voir ou du moins travailler dessus. Et en récupérant du matériel tel que celui-là. Alors ça, c'est quoi? C'est une vieille tablette Surface, donc qui doit avoir passablement de 2012 ou un truc comme ça, qui n'était plus fonctionnelle depuis très longtemps, qui en plus était abandonnée par Microsoft, donc j'en ai une deuxième là, ça donne ça en fait, ce genre de matériel. Donc c'est une tablette qui est plutôt sympa visuellement parlant, elle avait plutôt config light, alors le nom c'était Surface. Le nom c'était les Surface RT à cette époque-là, et surtout ce qui s'est passé c'est que Microsoft a abandonné cette plateforme et donc du coup a abandonné la technologie qui était derrière et notamment les OS. Donc tout à l'heure la plateforme elle tourne aujourd'hui sur un vieil OS qui n'est plus du tout supporté et d'ailleurs c'est Joe la bricole pour pouvoir la maintenir parce que plus rien ne fonctionne, le marketplace n'est plus viable, etc. J'ai testé différentes options, donc de là à installer même une Windows 10, mais Windows 10 en fait vient avec une version spécifique qui n'est pas mise à jour sur la partie navigateur, et donc du coup on se retrouve à avoir la même situation. Celle-ci elle est configurée justement comme ça, donc elle est éteinte, je donne le moteur, mais elle est configurée justement Windows 10, ce qui permet de pouvoir la faire fonctionner, mais pas plus d'usage. L'option supplémentaire c'est de pouvoir faire une installation d'une version light compatible au Linux, donc là en l'occurrence c'est Post Market OS, qui est une version adaptée Linux pour le vieux matériel. Et là en l'occurrence en fait on peut ensuite installer un navigateur, donc une version adaptée justement de navigateur base Chromium ou Firefox, et je crois que celui-là c'est un Firefox, et ensuite à partir de ça pouvoir naviguer dans son système et donc naviguer sur le Home Assistant, ce qui permettra ensuite de pouvoir développer un dashboard qui serait bien adapté pour cette taille d'écran, et cet écran peut être plaqué en mur ou posé puisqu'on a un système derrière on a un système de languette qui permet de le faire tenir debout. Donc voilà un peu l'objectif et je vais expliquer comment on fait. Donc avant de commencer justement à toucher à quoi que ce soit au niveau de Linux, la première chose à savoir c'est que sur ce matériel, donc la Surface, on parle bien de la Surface RT, je parle pas des autres matériels, je parle vraiment de la Surface RT, ce matériel est abandonné depuis très longtemps. Donc malgré tout, il a eu des évolutions malgré tout au cours du temps, et donc il lui a permis d'arriver en termes officiels chez Microsoft avec une version intermédiaire qui était la 8.1. Donc la Windows, c'est un Windows 8 amélioré, on va dire adapté pour ce matériel-là, qui est un CPU spécial, donc c'est du Tegra si je me souviens bien, mais en gros c'est surtout de l'ARM, et de l'ARM qui n'a pas été maintenu chez Microsoft, et donc du coup qui a été totalement abandonné pour toutes les plateformes. Donc il n'y a pas eu de suivi sur les versions des OS et notamment de Windows après cette version 8.1. Le problème c'est que la 8.1, comme on voit ici, a mis en place des blocages, et ces blocages-là ne permettent pas de pouvoir annuler les protections qui sont dessus pour pouvoir installer autre chose. Cette tablette pour mon cas, j'en ai deux et elles sont toutes les deux abandonnées, donc depuis très longtemps, donc j'ai eu aucun souci à les formater. En plus, j'avais oublié le mot de passe, donc la totale. Donc de toute façon, on est parti sur une réinstallation complète. Il faut prendre la version initiale. Donc la version initiale, je mettrai les liens. De toute façon, ça s'appelle sur ce site-là le Bare Metal Recovery, donc récupération de la version d'origine. Et donc dans notre cas précis, on va prendre la version Surface RT 8.0 Euro, qui permet de pouvoir justement repartir d'une version basique. Donc après, il y a toute la procédure pour pouvoir l'installer. Vous récupérez le contenu de cette clé ou du moins de ce zip, et ensuite vous l'installez en Windows en installant le système comme c'est expliqué ici. Je vous laisserai suivre. L'intérêt, c'est seulement de récupérer un OS à l'origine qui est lui déprotégé. Une fois que c'est fait, on va devoir aller donc sur ce site que je vais aussi donner, installer les deux composants qui sont nécessaires, donc le Secure Boot. Secure Boot, c'est justement la protection du démarrage qui est active par défaut, qui évite de pouvoir démarrer quelque chose qui n'a pas été sécurisé ou confirmé par Microsoft. Il faut absolument désactiver, sinon vous ne pourrez rien en faire. Et donc du coup, comme il explique là, dans la version 8.1, ce Secure Boot n'est plus possible, et donc du coup c'est galère de le faire. Si vous avez de data dessus, bon, dans ce cas-là vous êtes bloqué. Si vous avez comme moi pas de data, repartez d'une 8.0, et de 8.0 vous pouvez désactiver le Secure Boot sans problème. Donc là,
il y a le Secure Boot, et dans la foulée, en fait, on installe aussi un composant qui est un composant de jailbreak qui s'appelle YaHalo, et ce composant, justement, va permettre de pouvoir booter sur un OS autre, et en l'occurrence, un OS autre qui peut être Windows 10. C'est ce qui est expliqué d'ailleurs ici quand vous voulez mettre une version Windows 10. C'est pas une version de Windows 10 la même que vous trouvez sur le PC, c'est une version Windows 10 adaptée, on va dire, qui est même d'ailleurs très bizarre, puisqu'en fait elle restera continuellement en version d'essai, en version trial, tout simplement parce qu'elle n'a jamais été distribuée et que c'est une version un peu test qui a fuité de chez Microsoft. Donc en l'occurrence, vous pouvez tester le Windows 10, de toute façon pour installer Windows 10 ou Linux, il faudra installer le... Et YaHalo, en fait, quand vous le configurez la clé, vous aurez quelque chose comme ceci, qui sera configuré sur votre clé avec un fichier Z-image, une adaptation sur le startup, et puis ensuite les 2-3 informations qui sont nécessaires. Une fois que c'est fait, donc sur votre PC, vous démarrez avec la clé, et là on va passer sur le téléphone. Donc comme j'expliquais, ça c'est la version justement qui a été configurée en Windows 10, donc le Windows 10 d'essai. On voit bien ici qu'on est dans la version trial, évaluation copie. Honnêtement, je ne sais même pas si on peut l'enlever parce qu'on ne peut pas le valider, cette licence. Voilà. Si on voit ici, on a bien un Windows 10 qui a une date d'expiration, donc évaluation copie qui expirera en 2017. Bon, on est en 2026, hein, donc forcément elle est déjà expirée. Donc c'est une version un peu limitée. Il y a un navigateur dessus. Il y a un office quand on crée l'image, donc suivant la procédure, on peut aussi avoir un office, donc de mémoire il est installé dessus. Si je vais ici et que je lance Word, on peut avoir la version Office adaptée justement pour la surface RT. Donc c'est une version adaptée à cette version, donc c'est pas une version Office standard, mais ça peut rendre service, en tout cas dans certaines personnes peuvent trouver leur usage de ça. Donc le lien en question permet aussi de pouvoir configurer sur Windows 10. Moi, j'ai testé, ça m'a pas plu, parce qu'en l'occurrence, je peux pas accéder à Home Assistant avec cette version bridée, qui est même pas un Edge de mémoire, c'est un IE 11 ou un équivalent, donc qui ne permet pas grand chose. Donc du coup, l'idée c'est d'annuler ça. Alors pour pouvoir annuler ça, donc comme vous voyez, j'ai essayé de regarder si on pouvait installer un Firefox sur cet écran, c'est pas possible, ça marche pas, donc il n'y a pas de version en fait. Vu que c'est que un CPU particulier, il y a très peu d'applications qui ont été développées pour cet assistant, enfin pour cette version, et comme on voit ici, j'ai testé justement d'accéder à mon assistant comme vous voyez tout à l'heure. En fait on peut pas y accéder, on n'a même pas l'écran de login qui est proposé. Je ne vais pas insister plus que ça. Le petit détail en plus à savoir, c'est que le driver Wi-Fi marche bien sur cette version Windows 10 et Windows 8. Par contre, sous Linux, en fait, il n'est pas très fiable, pas très stable, et il se met en off. Donc, ce qui est bien d'acheter, c'est ce genre de device qui permet d'avoir justement un hub USB, mais surtout une prise réseau. Donc, parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir le faire fonctionner correctement avec le navigateur sur la version Linux. Donc ça, petit détail au passage, je vous conseille vivement d'acheter ce genre de matériel pour pouvoir le faire. Pour pouvoir démarrer, une fois que la clé pour faire sauter, pour mettre le jailbreak est configurée, en fait, il faut mettre la clé USB qu'on veut utiliser ici. Donc directement là, sinon directement là. Moi j'ai mis un clavier externe pour cette partie-là, donc du coup autant utiliser le USB. Donc on met la clé ici, et ensuite quand on va éteindre, donc je vais éteindre, mais quand on va démarrer, on utilise le bouton d'allumage qui est ici, avec le bouton du son vers le bas. Et on démarre en gardant le bouton du bas appuyé jusqu'à ce qu'on ait le logo Surface qui apparaisse, et à ce moment-là en fait l'appareil va vouloir booter, et va booter sur justement la clé USB qui aura été mise au démarrage. Donc c'est ce qui permet de pouvoir démarrer en mode clé, parce qu'en fait il n'y a pas de BIOS accessible là-dedans. Donc on va le faire tout de suite. Arrêter, shutdown. Alors c'est mieux de faire un arrêté et ensuite redémarrer que de faire un restart. Une fois que c'est fait, on va garder le doigt appuyé ici, comme je disais tout à l'heure, et appuyer sur le bouton Start. Donc là, j'ai appuyé le bouton Start, on relâche. Au moment où on a cet écran, donc au moment où on a le logo qui apparaît, on relâche le bouton de manière à le laisser démarrer. Et là, s'il y a une clé bootable, en fait, s'il y a une clé sur USB qui est démarrable, en fait, il va démarrer la clé USB directement. Le démarrage sur clé USB est assez lent. C'est pas non plus un port hyper rapide. Encore une fois, c'est une machine qui date de 2012-2013, donc en conception, c'est du matos de l'époque, avec des flux de l'époque, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui.
Quand on démarre avec cette clé justement dédiée au jailbreak, donc on a deux menus qui apparaissent, un qui correspond, alors c'est pour ça que le clavier externe est vraiment pratique parce que le système n'est pas tactile et hormis si vous avez le clavier, l'extension de clavier qui était disponible avec en format cover, vous vous retrouvez sans possibilité de naviguer. Donc quoi qu'il en soit. Donc là on a la possibilité d'installer les Golden Keys et d'installer justement YALO. Donc on commence d'abord par les Golden Keys. Hop. Donc là il va simplement lancer l'exécution, il va vous demander vous acceptez ou pas, vous faites simplement accepter et là il va redémarrer. Donc là on redémarre la machine complètement, voilà, on récupère donc le même menu et cette fois on va faire l'installation de YALO qui est donc l'outil de jailbreak qui permet de pouvoir démarrer un OS autre que celui de base ou du moins simplement Windows 10 d'ailleurs, même la version updatée de Windows 10 est obligée d'avoir ce YALO installé. Donc en tout cas c'est ce qui permettra de pouvoir démarrer sur autre chose. Hop, voilà, il est en train de faire. Donc si vous avez de la chance et tout se passe bien, manually reset. Donc là il vous dit que tout est ok. Le Secure Boot avait bien été configuré à 0. Donc là on est bien, on n'est plus dépendant d'une OS sécurisée pour pouvoir démarrer. Et puis donc du coup l'outil de jailbreak est configuré sur la machine. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez une erreur en cours de démarrage. Croyez-moi, j'en ai eu des pelletés. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans la version originale de Windows, enfin du Windows RT en fait qui était pour cette machine, avant de vous lancer là-dedans, parce que si vous avez la 8.1 ou autre chose, ça ne passera pas. Donc seulement quand vous avez cet outil qui est installé, donc la partie YALO, à ce moment vous pouvez installer le Windows 10 ou installer Linux. Pour ma part, donc j'ai choisi Post Market OS, qui est le seul, parce que j'en ai testé plusieurs, en fait il n'y en a aucun qui marchait correctement. Post Market OS a l'air d'être une communauté assez dynamique, donc on éteint simplement en gardant le doigt appuyé sur le bouton. Donc après avoir testé plusieurs versions justement, que ce soit des OS qui sont adaptés pour d'autres, enfin des types de processeurs ARM, comme les Raspberry Pi ou ce genre de choses, j'ai testé plein d'options et en fait à chaque fois c'est un peu voilà, pas du tout fonctionnel ou carrément pas installable. Je suis tombé sur Post Market OS qui est donc une version Linux qui a été développée au départ pour supporter des OS qui sont, ou des systèmes donc matériels qui sont potentiellement abandonnés par l'éditeur, le fournisseur, etc. Donc sur le site justement derrière, on a toute une explication du modèle, de la logique, mais on a aussi un wiki qui est assez bien fait dans lequel par exemple on voit la liste de tous les appareils qui sont supportés, avec le niveau de support qui est associé. Donc on a des smartphones, on a des laptops, on a des convertibles, donc des moitié-moitié, typiquement les Lenovo, les Chromebooks, ce genre de choses, des détachables laptops, donc des versions où il y avait en fait l'écran pouvait devenir une tablette, mais en fait il est attaché à une base. Et puis justement on trouve le laptop, une Classical Factor, et dans ce tas de matériel on retrouve notre fameuse Surface RT, donc qui est la version dont on parle depuis tout à l'heure, qui est donc une tablette mais un détachable laptop comme ils appellent ça, qui a duré quelque temps et sur une base surtout à ARM. D'ailleurs on voit qu'on a un certain nombre de bases ARM V7 puisque c'était quelques constructeurs ont suivi cette tentative avec Microsoft et malheureusement Microsoft les a un peu planté tout le monde dans l'histoire, donc du coup il n'y a pas de suivant sur ce matériel. Aujourd'hui, les armes qui existent sont des armes 64 bits, donc du coup, en fait, parce que ça c'est 32, donc du coup, même les versions ARM disponibles aujourd'hui ne sont pas installables sur ce matériel. Quoi qu'il en soit, quand on va sur le détail de cette page, on tombe sur cette page qui nous explique comment installer cet OS. La première chose à savoir, c'est qu'on doit bien sûr avoir YALO, donc je répète, YALO doit être désinstallé, enfin doit être installé et le Secure Boot doit être désactivé. C'est ce qu'on a fait ensemble sur la machine juste avant. Une fois que c'est fait, on va récupérer l'image. Donc là, on a deux liens vers les Edge, la courante ou la dernière version. Et ce lien va nous emmener justement sur le site. Et en l'occurrence, justement, la 2606, c'est la version actuellement, celle que j'ai utilisée pour cette installation. Et quand on va dessus, on a tout le matériel qui est disponible dessus, dont la Microsoft Surface, qui est ici Surface RT. Donc quand on clique là-dessus, on a un ensemble de versions qui apparaissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle avec un écran, avec un menu, avec une user interface. Et ça, c'est la XFCE. Les autres étant des versions à la autre version ou en mode console, ce qui nous intéresse pas. Donc nous, la XFCE, c'est celle qu'on veut avec une interface graphique. Et cette interface graphique est disponible en deux versions. Donc il y a la toute dernière qui a été buildée la semaine dernière et celle d'avant qui a été buildée donc une semaine avant. Quoi qu'il en soit,
on récupère celle qu'on veut. Quand on va dans cette page, on récupère une image targz, et cette image targz doit être ensuite régénérée en utilisant Rufus. On utilise Rufus pour générer une clé USB qui va être une clé USB bootable et que je vais pouvoir mettre dans le lecteur comme tout à l'heure, donc comme on vient de voir juste avant, pour pouvoir démarrer dessus. Une fois qu'on a fait le même démarrage, donc toujours avec le même bouton et avec le bouton du son, minimum de son, garder le temps d'avoir cette icône et ensuite il boot. Avec la clé USB qu'on a générée justement avec la version Linux de PostMarketOS, on va attendre un moment. Alors le démarrage est assez long, je pense que c'est la vitesse de la clé USB et la vitesse du port qui fait ça, mais on a, comme là on voit, on a démarré quelque chose, donc on a le logo en fait du MarketOS qui est en train de démarrer et qui va nous proposer justement le premier menu. Alors ce boot là est assez long, je préfère le dire, hein, c'est pas d'une rapidité déconcertante. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle est démarrée, donc là il nous demande bien ici, il nous a demandé un login, donc là il va démarrer l'écran graphique, le compte de base qui est créé, il s'appelle user, et le mot de passe de base, donc en clé USB, et celui qui est donné justement sur cette page, ici, donc 147, et on va devoir utiliser ces commandes pour le faire. Alors, ces commandes-là doivent être faites une fois qu'on est connecté à Internet, c'est-à-dire soit avec l'émetteur Wi-Fi, soit avec, et c'est donc pour ça que je parlais de ce petit tool, soit en mode justement câblé RJ45. Pour une raison simple, c'est que quand on le fait en mode Wi-Fi, en fait la carte Wi-Fi de cet appareil est vraiment pas top avec ce matériel, c'est-à-dire que la carte Wi-Fi se désactive. Donc on peut se retrouver en train de faire une mise à jour, récupérer des informations depuis Internet pour la mise à jour et la préparation de l'image, avec quelque chose en fait qui marchera pas. Donc là on va se retrouver avec l'OS en mode graphique. Donc on a les icônes qui apparaissent ici. On va démarrer une console. Il nous dit qu'on est bien connecté en mode câblé, donc en mode wired. Donc on se moque royalement. Il est en train de se charger. Et puis on va taper les commandes qui sont nécessaires. Donc sudo pour passer en mode admin. APK. Donc là on va récupérer justement le module PM Bootstrap. Ok, PM Bootstrap. Il nous demande un 147, le mot de passe. Voilà, il récupère les informations. Alors moi j'ai dû le faire au préalable, donc il est possible qu'il ne trouve pas grand chose de plus que ce qui était déjà fait, parce que je l'ai fait sur l'autre version qu'on a montré tout à l'heure. Donc on va laisser se mettre à jour cet installeur là. On va faire un truc en parallèle, parce que ce qui se passe c'est qu'il faut bien sûr faire sauter les disques qui sont aujourd'hui configurés sur la machine. Donc on va déjà les lister. Alors donc c'est list lsblk. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de disques qui sont configurés. Donc les SDA correspondent à la carte USB, la carte USB qu'on a mis, donc l'image sur laquelle on a démarré. Et puis tous les MMC BLK correspondent aux partitions qui sont utilisées aujourd'hui par le Windows. Le problème, c'est que si on lance la commande qui est fournie de base, en fait, il va jamais pouvoir faire quoi que ce soit avec cette partie MMC parce qu'il n'arrive pas à écrire dans les partitions. Pour faire ça, on va simplement la faire sauter. Donc faire sauter toutes les partitions. Donc en faisant fd sudo fdisk mmc, donc en donnant la liste des disques, si on reprend la liste des disques qu'on avait, donc on a bien 4 partitions qui apparaissent sur cette machine, enfin sur ce disque en question, disque interne, donc on va les dégager chacune. Au passage, on voit qu'on a un disque de 60 Go à peu près qui est disponible, c'est ce qui était dans cette tablette à la base. Donc on va simplement refaire un fdisk, en mode sudo, en mode admin, donc sur ce disque MMC BLK0, et on va faire un delete. D, voilà, quelle partition on veut supprimer, donc on a la 1, 2, 3, 4, donc on va commencer par la 4, ensuite on va faire un D, et on va nous demander on fait la 3, et en fait il descend il avance en décroissance, c'est-à-dire qu'on fait la 4, la 3, la 2, etc. On fait la D, donc on fait 2, et ensuite quand on va refaire D, il va prendre la 1 par défaut, donc là on n'a plus de partition. Pour effacer, on fait W, hop, la partition a été écrite, donc c'est-à-dire qu'on a écrit sur la table des partitions, donc maintenant il n'y a plus de disques. Si je refais un liste BLK, donc liste des disques, on n'a plus du tout de partition sur la BLK 0. Donc on n'a plus que les disques qui apparaissent sur la carte SD. Donc on va faire un clear, ok. La deuxième commande qui nous était demandé de faire, donc on a fait le APK Bootstrap, maintenant on va faire le Bootstrap init, donc on fait pm Bootstrap
init. Voilà, et là maintenant, il va nous poser pas mal de questions différentes. Donc moi je réponds OK. Alors attention, à chaque fois que vous faites entrer, ça répond par la validation, par la valeur initiale. Donc là, on laisse les répertoires proposés par défaut. On s'en moque un peu, c'est pas le sujet. Et ensuite, il va nous proposer justement de faire, de sélectionner le matériel. Donc là, il nous demande quelle version on veut utiliser. Donc on va prendre Edge, qui est en gros la dernière validée, donc la rolling release, comme ils appellent ça. Et c'est là qu'il nous demande quelle version. Dans la page en question, ils vous disent bien de sélectionner Microsoft et ensuite le vendeur, et ensuite pour le device de sélectionner Surface RT. Donc là, il me propose cette version-là déjà Microsoft préchargée, tout simplement parce que j'ai utilisé cette clé USB sur l'autre tablette, et donc du coup j'avais déjà paramétré de configurer Microsoft. Donc hop là, le vendeur. Ensuite, il nous demande pareil lequel matériel. Donc on a la liste des matériels qui sont proposés ici, donc Surface RT. Donc moi j'avais déjà rentré Surface RT, donc je fais entrer, c'est-à-dire je ne change rien. On va définir un username. Donc ça, c'est vous qui choisissez si vous voulez définir un compte. Donc c'est le compte utilisateur. Hein. Moi, je laisse user par défaut. Je m'en moque. Et là, il va me demander différentes questions d'additionnel qui sont plus liées à des modifications pour l'équipe de développeurs ou pour des tests avancés. Moi, j'ai laissé default. Pareil, default celle-là, default dans celle-ci. Il récupère justement les packages directement depuis la source, donc depuis le repository sur Internet. Et c'est là qu'il nous demande quelle console ou quelle interface graphique on veut mettre. Donc on a plusieurs, on a du GNOME, on a plusieurs versions, on a la version bien sûr console, mais on a la dernière qui est la XFCE4. Donc c'est celle qu'on va prendre, qui est la version graphique qui est la plus simple sur ce genre de matériel, parce que c'est vraiment pas des matériels graphiques avec une puissance phénoménale, je crois qu'il y a 1 Go de RAM, ce qui est vraiment très light, donc du coup on peut pas mettre des interfaces graphiques très avancées. Mais en tout cas, comme on voit là, il était déjà pré-enregistré avec cette valeur-là, donc on fait entrer. Ok, donc là pareil, il nous pose une question si on veut mettre install système défaut. Moi j'ai mis default. Et ensuite, additionnel option, donc est-ce qu'on veut des options additionnelles? Moi je m'en moque. Donc non. Est-ce qu'on veut des packages additionnels, donc spécifiques, qui sont plus liés pour les développeurs ou pour les personnes qui sont dans la communauté dont je ne fais pas partie, donc je fais non. Et on va laisser pareil la GMT en time zone, on pourra changer ces paramètres plus tard lorsque l'interface graphique sera installée. Yes. Pareil pour la partie langue, donc on laisse EN-US de base, on ne va pas changer à cette étape-là, on gérera ça par la suite lorsque l'installation sera faite. Et là maintenant on va donner justement un short name, donc short name qui va être le host name de la machine. Donc on voit qu'on avait déjà donné un Linux Surface Linux 1, donc là ça va être Surface Linux et cette fois 2. Parce que c'est la seconde surface que je configure. Donc on fait entrer. À ce moment-là, il nous demande si on veut faire build outdated, donc install, donc on fait yes. Et est-ce qu'on veut zapper charge route to apply configuration, on fait yes. Voilà, donc ça c'est le init. C'est l'initialisation justement du déploiement qui va être lancé justement par la commande suivante. Donc la commande suivante qui est un peu plus longue cette fois, qui est la pm bootstrap install. En donnant le chemin du disque, dont le BLK0 dont on parlait tout à l'heure, et en demandant de ne pas mettre de SSHD, c'est-à-dire de ne pas mettre de démon SSH sur cette machine, puisqu'on n'a pas besoin de s'y connecter en distant. Le SSHD peut être intéressant si vous restez en mode console et que cette machine va être simplement branchée et rester comme par exemple un relais pour faire autre chose. Donc ça pourrait être imaginable. Je vois pas vraiment l'intérêt sur une tablette de ce type-là, mais bon, chaque cas est un peu différent, donc je n'entre pas en matière. Moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin du démon. Donc là, on récupère bien la commande. Donc on va taper justement, cette fois c'est install --disque. Et là, on va donner le chemin d'accès sur ce disque, donc celui qu'on a nettoyé tout à l'heure. MMC BLK0 --no-ssh démon. Voilà. Donc là, on reprend la commande. Donc on installe sur le disque BLK. Ah, d'ailleurs, je vois que je n'ai pas mis le 0. BLK0, donc MMC BLK0. Et on demande bien à ne pas avoir le SSHD. Donc encore une fois, j'ai bien fait de regarder. Donc no SSHD, donc no démon SSH. Et on fait entrer. Donc là, il va demander un password pour le compte utilisateur. Donc on peut remettre le même. 47147. Le retaper une deuxième fois. Et il démarre justement l'installation de cet OS sur le système. Alors cette installation va durer un certain temps, ça dure bien une bonne vingtaine de minutes, sans aucun problème. Il va juste avant nous demander de confirmer qu'on est d'accord d'effacer l'intégralité du disque. Bon, vu qu'on a dégagé toutes les partitions, c'est clair qu'on peut les dégager, il n'y en a plus. Voilà, donc là il est en train de travailler en interne pour préparer justement ce script d'installation.
Voilà. Donc là, il nous dit que tout ce qui est sur le disque en question, donc le MMC BLK0, sera totalement effacé. Donc est-ce qu'on est vraiment sûr? Donc là, c'est pour confirmer qu'on soit vraiment sûr. Attention au clavier, on est bien en QWERTY. Hein, donc dans mon cas, c'est pas du QWERTZ, c'est du QWERTY, c'est le clavier américain. On fait Yes, Y et Entrée. Et là, on passe à l'étape suivante. Donc, à partir de maintenant, il va commencer à faire tout son déploiement, donc avec toutes les étapes différentes. Donc, je vous montrerai par la suite. Mais en tout cas, ça met un certain temps. Donc, après quelques dizaines de minutes, on voit qu'on a avancé à plusieurs étapes. Et donc là, il est en train de récupérer tous les packages qui correspondent à l'installation de base qui sera faite sur cette machine. Donc ça continue encore comme ça, donc là on voit qu'on est à 7%. La barre progresse et puis à chaque fois il rajoute une étape supplémentaire jusqu'à la fin, donc on verra les différentes étapes par la suite. Après un très long moment passé justement, on voit les différentes étapes qui se sont effectuées. Donc si je prends ici, on était tout à l'heure à cette partie qui était liée à l'installation des modules. Ensuite, on est passé par d'autres étapes qui étaient notamment la mise en place de tout le contenu à l'intérieur du disque temporaire. Ensuite, la copie de ce contenu dans le disque final, c'est-à-dire à l'intérieur de la machine. Et puis ensuite, la configuration finale sur les 2-3 petits détails qui sont de la partie SSH donc, qui a été skippée. Et puis la partie firewall qui est à finaliser. Là maintenant, en fait, c'est terminé. Donc on peut simplement stopper la machine, ensuite débrancher donc le plug USB et redémarrer la machine directement. Alors le reboot peut se faire aussi, mais il semblerait que ce soit un peu sensible sur cette machine. Encore une fois, hein, c'est du communautaire, donc ils sont pas tout parfaits partout. Il y a des choses qui sont forcément moins bonnes que d'autres, donc c'est comme ça. Donc moi je préfère faire une extinction, donc shutdown, une extinction propre, donc de l'OS. Donc là, on l'éteint depuis la clé USB. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on pourra débrancher la clé USB et redémarrer l'OS. Donc là, on a bien éteint la machine. On la redémarre simplement par le bouton d'allumage, hein, comme par le passé. On voit la clé d'ailleurs, elle est bien posée là. C'est une clé de récup. Hein, donc, par contre, il ne faut pas croire que l'étiquette F5 a un sens quelconque. Donc là, on a bien le logo de démarrage. Et vu qu'on n'a pas de clé USB du tout, en fait, on est bien sur le disque. En train de booter dessus. Donc à ce stade, la configuration est telle qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire qu'on est en clavier US QWERTY. Dans mon cas, il faut l'adapter, moi je suis en Quartz, donc en clavier suisse. Pareil, il y a des paramètres qui sont à mettre, et puis ensuite, il faudra ajouter les outils supplémentaires. Donc, les outils supplémentaires, par exemple, justement, on a sur ce site, ce fameux site, les différents, ici, les applications. Attendez. Donc là, on arrive dans les applications, alors c'est simplement de wiki, mais non plus lié à la partie surface, mais bien au wiki complet de Post. Et puis on a une partie applications qui peuvent être installées, qui sont regroupées là en catégorie. Le plus important, en tout cas pour ma part, c'est justement cette partie Firefox ou Chromium. Chromium, il semblerait que ce soit pas... Enfin, moi, j'ai pas réussi à l'installer pour ma part. Par contre, il y a une version Firefox qui est celle-là, qui est une version adaptée. Donc, c'est pas vraiment le Firefox de base, c'est LibreWolf. On peut aussi faire la version mobile pour Firefox, mais c'est pas une config vraiment adaptée à ça. Donc, moi, j'ai testé la LibreWolf et ça marche. Alors, donc une fois qu'on a le login, on rentre le mot de passe que j'ai mis par défaut. Donc on a vu qu'on avait un clavier virtuel qui se mutait. Donc là on a bien l'OS qui semble être OK. Alors par contre c'est pas rapide, hein. On est d'accord, c'est une machine qui a quand même pas loin de plus de 10 ans. 2012, 2026, ouais, il y a même 13 ans. Je suis pas convaincu qu'il y ait tant de matériel que ça qui puisse encore être fonctionnel après si longtemps. Donc, on est toujours connecté au câble, c'est ce qu'il voit ici. On pourrait aussi désactiver celui-là et le connecter au Wi-Fi de la maison, parce que la tablette supporte le Wi-Fi. Attention avec le Wi-Fi, il y a toute une procédure qui est expliquée justement sur la documentation que j'ai mis en lien, donc celle d'installation de surface, qui est relative à ça, qui est relative à l'instabilité de la ligne Wi-Fi. Donc c'est vraiment pas quelque chose de forcément 200% utilisable. Moi c'est pas très grave, de toute façon je vais l'utiliser avec un adaptateur dédié. Mais en tout cas, quand on veut installer quoi que ce soit, donc c'est en commande, et là c'est APK, donc pour mettre add, et le nom de l'outil c'est LibreWolf, donc c'est sudo, étant donné que c'est une installation, il faut
il se connecte, il récupère, il demande si on veut bien l'installer. Donc là on fait oui. Et puis là il va installer, enfin télécharger les packages, les installer sur l'application et ensuite on les verra apparaître. Et donc on le voit apparaître maintenant quand il veut bien. Recently all l'application. Et donc on a LibreWolf qui devrait apparaître dans la liste qui est ici, LibreWolf. Et donc là, ça c'est le navigateur de base qui pourra permettre, donc dans mon cas, de pouvoir accéder à mon application et à mon système. C'est fonctionnel, je vais tester dans le temps. Donc là, je voulais juste revenir sur l'usage en mode sans rien. Donc là, j'ai plus de clavier. D'ailleurs, je n'ai plus rien de connecté et je vais pouvoir montrer l'usage en mode tablette. Donc un 4.7. On voit que le clavier tactile fonctionne et on va aller se connecter en Wi-Fi. Donc je ne l'avais pas fait dans la précédente vision. Et ensuite prouver justement par l'usage au niveau Wi-Fi. Ce qui se passe, c'est qu'il nous propose, à travers la petite carte qui est ici, la petite icône, il nous dit qu'il trouve des réseaux Wi-Fi, donc Available Network, et il trouve les deux réseaux qui correspondent au réseau autour de soi. Donc moi, le mien, c'est celui-ci. On rentre le mot de passe qui va bien. Donc pour le rentrer, on sélectionne. On voit qu'on a récupéré le clavier. On a rentré le mot de passe qui va bien avec le clavier tactile. On peut faire un connect. Et là, si tout se passe bien, on va voir apparaître en fait la confirmation de la connexion au réseau Wi-Fi. Donc là, c'est le cas dans cette config. Donc on a bien le message qui va bien. Pour ensuite installer un module additionnel qui peut être très pratique pour beaucoup de choses, notamment des modifications. Si on revient d'ailleurs ici, on peut faire la petite flèche vers le haut. On retrouve les commandes passées. Donc ça, c'est l'équivalent des flèches. Hein. Donc on voit qu'on a l'équivalent de ce qui nous intéressait. Alors, et là, justement, il y a un module que je n'ai pas montré, qui correspond à l'installation de Nano. Nano étant l'outil d'édition pour justement en mode terminal. Donc c'est sudo apk add nano. Et quand on fait entrer, il demande pareil, toujours le mot de passe, entrée. Et là, à ce moment-là, il va récupérer directement depuis les sources, qui sont les sources de la version Linux, on parle de Alpine Linux, hein, cette version-là. Et puisqu'il a déjà été installé, en fait, Nano est ajouté, donc dans mon cas, il a déjà été installé, donc du coup, c'est pour ça qu'il ne le voit pas. Mais s'il n'avait pas été installé, dans ce cas-là, il aurait confirmé qu'on veut bien ajouter le package et il l'aurait eu. Ensuite, une fois qu'on veut le lancer, on tape simplement Nano Text. Et donc là, on retrouve justement une interface graphique de base. Voilà, on peut taper le texte qu'on veut. Quand on veut enregistrer, donc c'est CTRL et la touche qui est la touche d'enregistrement, donc O. Donc là, il enregistre, fait OK. Donc là, il a enregistré. Et CTRL X pour quitter. Là, on retrouve justement notre fichier. Donc si on fait un cadre du fichier texte qu'on vient de faire, on récupère bien le texte qu'on a mis. Donc Nano est très pratique si vous avez à éditer des fichiers de config ou ce genre de choses. Et on voit qu'on peut très bien s'en servir. Moi, j'ai pas de clavier du coup. Je n'ai pas de clavier. Je suis bien connecté au web. Donc je peux lancer du coup mon terminal, enfin mon navigateur, celui que j'ai montré d'ailleurs au passage. Si on reprend LibreWolf. Et là, j'avais déjà essayé d'ouvrir justement Home Assistant. Donc là, il me récupère la page d'accueil de Home Assistant de mon installation à la maison. Et on voit, ça met un petit temps de chargement. Alors, c'est normal parce que je suis en HTTP. Voilà. Et là, il se connecte directement à l'interface. Il me demande maintenant le login et le mot de passe. Donc, j'ai plus qu'à rentrer le login et le mot de passe. Donc, on rentre le login et le mot de passe qui est associé. Et puis ensuite, on se retrouve bien avec la page d'accueil de Home Assistant et donc avec l'utilisation possible des différents modules, comme on pourrait le faire avec le site web sur un PC standard. Ça semble pas rapide au départ, mais c'est le temps qu'il récupère tout en cache sur la tablette, donc les fichiers web. Après, j'ai testé un peu sur l'autre tablette, donc sur la première, et ça va, c'est assez réactif, ça reste encore utilisable. C'est pas non plus un foot de guerre, hein, on est bien d'accord, donc ça reste quand même quelque chose de ancien, donc une machine ancienne avec une présentation qui utilise probablement des modules nouveaux, mais quoi qu'il en soit, ça reste tout à fait fonctionnel et tout à fait utilisable. Donc là par exemple on peut aller sur Prod Solaire et là on a bien les modules qui apparaissent avec les écrans, avec les différentes configurations que j'avais fait par le PC sur mon installation solaire. Donc voilà un peu la conclusion de cette histoire là. Donc le test est validé pour le moment, après on verra l'usage, mais en tout cas c'est fonctionnel et c'est validé pour le moment.